Et à la une de Bonjour la France, aujourd'hui, ces Françaises qui font des enfants de plus en plus tard, de plus en plus souvent après 40 ans. Grossesse tardive et procréation médicalement assistée, c'est un des sujets abordés dans le cadre des États généraux de la bioéthique qui se déroulent partout en France. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous vivez cette situation? Est-ce que vous l'avez vécue et pour quelles raisons? Êtes-vous un de ces enfants nés de parents de plus de 40 ans? Pensez-vous d'ailleurs qu'il y aurait un âge à ne pas dépasser pour concevoir un enfant? On en parle ce matin avec vous, avec vos témoignages au standard d'Europe 1, 39 21, 50 centimes la minute. Et n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux avec le hashtag Bonjour la France. Nous serons en compagnie dans un instant de Michael Gringberg, gynécologue obstétricien. Mais avant cela, Mathilde, parlez-nous de ces états généraux et des chiffres de la natalité après 40 ans. Alors, le coup d'envoi a été donné fin janvier et pendant des mois, dans toute la France, et ce jusqu'au mois de juillet, des sujets de bioéthique extrêmement sensibles vont être débattus. Alors, au programme, par exemple, l'intelligence artificielle, le patient connecté, le don d'organes, les neurosciences ou encore la PMA, la procréation médicalement assistée. Alors, c'est ouvert au public. Pour participer à ces débats, il suffit de s'inscrire sur Internet. En tout cas, les chiffres de l'INSEE le confirment. Les Françaises font de moins en moins d'enfants et de plus en plus tard. L'âge moyen des femmes à l'accouchement continue d'augmenter, passant à 30,6 ans en 2017. Ça, c'est pour l'âge moyen du premier enfant. Pour les grossesses tardives, lui aussi, le chiffre augmente. En 2014, 2642 femmes de plus de 45 ans ont accouché, alors qu'elles n'étaient que de 1050 en 2010. Alors, ces chiffres sont assez en étonnants. 2000, pardon. En 2000, et on va en parler évidemment avec vous, chers auditeurs. Nous avons un tweetos, Nicolas Taforo, qui nous dit « J'aurais adoré avoir un troisième et dernier enfant avec ma nouvelle compagne. Mais moi, 45 ans et elle, bientôt 50, c'est malheureusement impossible car dangereux. » Eh bien, on va en parler justement de ces cas-là dans un instant sur Europe 1 avec vous. À tout de suite. Europe 1, Daphné Burki. Europe 1, Daphné Burki. 10h11, vous écoutez Bonjour la France avec toute l'équipe. Nous sommes là pour vous. Et en une du jour, on parle de ces femmes et de ces hommes, parents après 40 ans. Ils sont de plus en plus nombreux. Et vous, chers auditeurs, que pensez-vous de ces grossesses tardives? Sont-elles plus difficiles à vivre que les autres d'ailleurs? Vous pouvez nous appeler au 39 21. Et nous sommes en compagnie de Michael Gringberg. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien à Clamart. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ces grossesses tardives, elles ne sont plus si exceptionnelles que ça en France? Elles sont plus si exceptionnelles parce qu'en fait la société a changé. La société a changé, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Donc l'âge du premier enfant déjà est passé au-dessus de 30 ans, ce qui est relativement nouveau. C'est lié à toutes les problématiques sociétales actuelles. Les femmes font des études, les femmes veulent faire leur carrière professionnelle et mettre peut-être un peu de côté le fait d'avoir des enfants à 20 ou 25 ans comme elles le faisaient avant. Et du coup, le deuxième et le troisième enfant, a fortiori, vont intervenir pas loin de 40 ans et plus. Alors justement, Mathilde a recueilli différents témoignages, dont celui d'une femme qui a eu son premier enfant à 44 ans et qui en a fait un livre. Oui, elle s'appelle Ella Blissova. Elle raconte son parcours et son désir d'enfant dans ce très beau livre, La fleur de Bach. Il vient de sortir aux éditions Michalon. Ella Blissova a 56 ans et quand elle a accouché de son premier enfant, elle en avait 44. Alors je lui ai demandé dans un premier temps pourquoi elle n'en avait pas voulu avant, tout simplement. Les concours de circonstances dans la vie ont fait qu'avec le premier mari, j'ai pas pu avoir d'enfant parce qu'il en avait déjà 3 et il n'en voulait pas avec moi. Et ensuite, le temps de se séparer, de trouver un nouveau partenaire, j'avais 40 ans passés. Moi, j'en ai toujours eu envie, mais pour moi, il n'était pas question que j'en fasse un dans le dos d'un homme. Pendant 4 ans, j'ai pas trouvé vraiment chaussure à mon pied. Et voilà, j'ai eu pratiquement 41 ans quand j'ai rencontré Arnaud, mon actuel mari. Donc très vite, Ella en parle à son nouveau compagnon et tout de suite, les choses s'enchaînent. Je lui ai demandé tout de suite si oui, il veut avoir un enfant et il m'a dit que oui, pourquoi pas. Enfin, c'était pas sa priorité première, mais oui. Et donc, on a eu tout de suite une grossesse à 41 ans. Ma gynécologue m'a dit « Oh, c'est formidable, vous êtes visiblement très compatibles, qu'à vos âges, vous ayez une grossesse au bout de 3 ou 4 mois, je pense. » C'était vraiment tout de suite. Et on était vraiment heureux tous les deux. Mais bon, elle s'est soldée par une fausse couche. Et ça, c'est vraiment dramatique. C'est une telle promesse de vie que quand elle disparaît, ça s'effondre. Et après, on a mis pratiquement 2 ans pour réavoir une grossesse. Et ces 2 ans, c'est dur. L'infertilité, quand on le ressent dans son corps et son âme, c'est vraiment très, très dur.
Pendant 2 ans, Ella va tout essayer. Alors, elle n'aura pas le droit de bénéficier de la PMA, de la procréation médicalement assistée, car elle avait 43 ans à l'époque. Et c'est trop tard en France pour être prise en charge, pour être remboursée par la sécurité sociale. Elle tente donc toutes sortes de méthodes, plus ou moins folkloriques. Et puis un jour, au retour de vacances, elle découvre la bonne nouvelle. En fait, on a fait un voyage en Sicile et je suis revenue enceinte. Tout de suite, la première échographie était parfaite. Et après, j'étais dans une forme olympique. J'aurais vraiment aimé un accouchement naturel. Et ça, on m'a dit qu'il n'était pas question à 44 ans. Et il fallait la maternité de niveau 4, la réanimation, tout. L'accouchement, j'étais reliée avec plein de fils sur une table. Ça, c'est sûr que c'est pas agréable. Mais j'avais pas beaucoup le choix parce qu'on vous le laisse pas à 44 ans. Mais l'accouchement parfait et l'enfant, je touche du bois, maintenant il a 12 ans. C'est un enfant harmonieux et je remercie tous les jours. Michael Grunberg, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la maternité niveau 4 ? Alors plutôt niveau 3. Elle parlait de niveau 4. Ouais, on s'arrête à 3. Les maternités de niveau 3 sont les maternités qui sont à même de pouvoir prendre les grossesses les plus à risque, en fait. Où on a des réanimateurs sur place, avec de la réanimation néonatale qui peut aller même, où on peut prendre quasiment dès le 6e mois, après, sur les naissances qui ont lieu au 6e mois. Et il y a une réanimation maternelle. Donc c'est toujours un moment particulier, ces accouchements-là. Ces grossesses tardives, oui. En fait, c'est particulier parce que on sait que derrière, a priori, il n'y en aura pas d'autres. Et que très souvent, les équipes, alors, il y a quand même des biais en fonction des maternités. Il y a des maternités où on va laisser un petit peu plus sa chance à la patiente d'accoucher par les voies naturelles. Mais il est vrai que d'une manière générale, on sera un peu moins indulgent qu'on ne pourrait l'être avec une femme de 33 ans parce qu'on sait qu'on joue quasiment tout sur celle-là, quoi. Alors, selon l'enquête nationale périnatale, le taux de fausse couche spontanée est plus élevé, 25% entre 38 et 40 ans, soit 10 points de plus qu'entre 30 et 35 ans. Le risque d'accouchement prématuré est également beaucoup plus important. Alors, quelles sont tout simplement les précautions à prendre quand on veut un enfant passé 40 ans ? Alors, il y en a beaucoup parce que là, il faut être informé déjà. Il faut être informé de tout ça parce qu'elle dit effectivement, cette auditrice, que ça a été particulièrement compliqué, la gestion de la fausse couche. Mais il ne faut pas dire au couple nécessairement qu'il faut se préparer à ça, mais quand même, il faut qu'ils aient une petite idée des chiffres et du fait que après 40 ans, on a un quart des grossesses qui ne vont pas se développer. C'est un phénomène naturel. Donc il faut informer par rapport à ça. Il faut informer sur toutes les complications potentielles qu'il peut y avoir, parce qu'elles sont relativement importantes. Et plus on va monter en âge, parce que là on se dit à 40 ans, mais après 45 ans c'est encore pire. Et plus on va se rapprocher de la cinquantaine, pire ça va être, avec des risques de décès maternel, des risques d'accouchement prématuré, avec des séquelles potentiellement chez les enfants. Enfin, globalement, il faut avoir quand même une idée de tout ça, essayer d'encadrer les choses pour être dans des maternités qui ont l'habitude de gérer ce type de grossesse-là. Mais c'est quand même un parcours du combattant, une grossesse tardive après 40 ans. C'est un parcours du combattant déjà pour l'avoir, et c'est un parcours un peu particulier. Et d'ailleurs, c'est un signe, il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui sont en train de nous appeler pour témoigner. On va essayer de tous vous prendre au téléphone dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, Daphné Burki. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux grossesses dites tardives et à la procréation médicalement assistée, alors que les états généraux de la bioéthique vont prochainement être amenés à se prononcer sur cette question. Est-ce que c'est le parcours du combattant d'avoir un bébé passé 40 ans? On attend vos témoignages au 3921, mais vous êtes déjà nombreux. Et nous sommes en compagnie de Michael Grunberg, gynécologue, obstétricien à Clamart. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons prendre Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Étienne? Alors, de Rouen. De Rouen. Alors, racontez-nous, pourquoi vous avez souhaité participer à cette discussion dans Bonjour la France? Pour témoigner d'abord du bonheur que c'est d'avoir un enfant tardif, entre guillemets, ou tardivement. Sur le tard. Moi, j'ai 49 ans, ma conjointe en a 46. On a eu une petite fille il y a 2 ans maintenant. On est un couple recomposé et c'est effectivement du bonheur. Du bonheur d'avoir un enfant à ces âges-là. Comment s'est passée la grossesse? Ça a été un peu chaotique. Ça a été
Au départ, très compliqué parce qu'au bout de l'écho du 3e mois, il y a eu une anomalie qui a été révélée et puis on a dû attendre 1 mois avant d'avoir les résultats définitifs pour nous dire que tout allait bien. Donc ça a été un mois d'horreur. J'imagine. Mais bon, ça a été un vrai bonheur. Ça a été une vraie chance aussi parce que c'est une nouvelle famille qui se recompose. Bien sûr. Au-delà de ça, la grossesse a été, c'est très bien passé, à part cet incident. Et l'accouchement aussi Parfait. Pas de souci. Et vous n'avez pas eu besoin d'aide pour que votre compagne tombe enceinte? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Et les Elle comme moi. Ouais. Ça a été très rapide au bout de 2 mois. Oui, d'accord. Où elle a arrêté la pilule, voilà. Formidable. Et Étienne, ça a été plus compliqué après l'accouchement alors? Alors compliqué oui et non, c'est que à 49 ans, on encaisse quand même beaucoup moins qu'à 39. En fait, j'ai eu un premier enfant il y a 10 ans. Ouais. Et bon, les 8 premiers mois où elle ne faisait pas ses nuits, etc., ça a été quand même assez compliqué à gérer. Oui. Beaucoup plus. Non, mais ça a l'air anodin. Non, mais ça ne l'est pas du tout. Là, je parle en connaissance de cause. Voilà. Pas du tout. C'est épuisant. Et à 49 ans, ça a été très, très compliqué à gérer alors? Oui, ça a été physiquement très dur. Vous avez Vraiment. mis du temps à vous en remettre, j'imagine. Et maintenant, tout va bien? Maintenant, tout va bien. Ah oui, c'est du bonheur. Merci beaucoup, Étienne. Si vous le voulez, je peux vous prendre en antenne. Je vous donne un petit régime, une petite... Ah oui? Voilà, quelques vitamines à prendre. Des petites potions d'Ariel Wiesman pour être en forme? Non, mais bon, c'est vrai que j'ai vécu encore plus vieux que ça, ces nuits-là et ces moments-là. C'est pas forcément le moment où on est le plus en forme, mais c'est émouvant. Vous n'avez pas beaucoup besoin de dormir, vous aussi. Mais c'est vrai, ouais. C'est quand même difficile à gérer. Enfin, si ça doit être un obstacle à avoir un enfant, non, il ne faut pas. Franchement pas. Moi, je me posais une question et je voulais la poser à notre spécialiste ici, le docteur Greenberg. Est-ce qu'il y a véritablement un cap de 40 ans? Ça signifie, est-ce qu'à 39 ans ça va, à 40 ans ça va pas? On entend toujours cet âge-là comme si c'était une limite très fixe. Non, c'est pas du tout des limites très fixes en fait. On peut avoir des complications et des grossesses compliquées même à 25 ans. C'est des risques statistiques et en général en statistique on fait des tranches d'âge. Ouais. Et la majorité des études font un avant et un après 40 ans et font même un après 45 ans. Mais les précautions se fondent là-dessus. Mais elles sont fondées là-dessus. Maintenant, ce sont uniquement des risques statistiques. Ça ne veut pas dire que le jour où je vais avoir 40 ans, d'un coup, on va basculer dans un risque phénoménal du jour au lendemain. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir participé à Bonjour la France. De rien, bonne journée. Merci beaucoup. Et bonjour Myriam. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Vous nous appelez d'où, Myriam? De Fontenay-aux-Roses. Alors, racontez-nous, vous, votre parcours. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, moi, j'ai eu mon premier enfant juste à la veille de mes 30 ans. Voilà, j'en ai 2 maintenant. J'ai 36 ans, bientôt 37. Mais en fait, moi, je voulais réagir par rapport à ce qu'avait dit donc le gynécologue qui est sur le plateau, parce que c'est vrai qu'avec les amis de ma génération, donc on est des enfants des années 80, on est surtout confrontés, alors évidemment on a nos carrières, etc., mais on est surtout confrontés en fait aux hommes de notre génération pour qui, en fait, avoir un enfant avant 30 ans, c'est déjà hors de question. C'est très, très compliqué, en fait, de rentrer tout de suite dans un projet pour avoir des enfants avec des hommes qui, en fait, eux, n'ont pas en tête cette limite de temps que nous, on a, en fait, finalement, toujours inconsciemment. Enfin, je parle pour beaucoup de femmes. Et finalement, on se retrouve des fois avec des projets de grossesse qui reculent parce que en fait, il faut trouver un homme qui est prêt à ça. Et c'est vrai qu'on dit toujours, les femmes privilégient leur carrière, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, pour faire des enfants, on a besoin d'être 2. Et souvent, en fait, c'est aussi quelque chose d'assez masculin d'attendre finalement d'être à la veille des 40 ans pour vouloir assumer d'avoir un enfant. Oui, une réaction, docteur? Non, vous avez complètement raison. C'est vrai qu'on met souvent en avant ces modifications sociétales, mais qui sont réelles. Après, tout cela doit rentrer dans une problématique d'éducation, y compris des hommes qui ne se sentent absolument pas impactés par l'âge et la baisse de fertilité avec l'âge, mais qui est beaucoup moins vrai que chez la femme. Et donc on a toujours l'impression, nous hommes, qu'on va avoir beaucoup plus le temps, ce qui est vrai.
Et les gens qui n'ont pas forcément notion de ça sont pas forcément à l'écoute, parce que je pense quand même qu'on n'a pas idée de la baisse réelle de la fertilité avec le temps. On a globalement en tête le concept d'horloge biologique, mais on ne sait pas à quel point, parce que l'horloge biologique, et comme en ça gros, impacte la psychologie féminine. En plus, l'horloge biologique aujourd'hui, c'est la femme est ménopausée à 50 ans. Mais il faut savoir qu'après 38-39 ans, elle devient beaucoup moins fertile. C'est déjà vrai après 35 ans. Et ça, les hommes n'en tiennent pas compte. Alors Myriam, merci beaucoup d'avoir soulevé toutes ces questions. Merci de nous avoir appelés dans Bonjour la France. Et messieurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #Bonjour la France. À tout de suite. Daphné Burki sur Europe 1. Europe 1, Daphné Burki. Et à la une de Bonjour la France, aujourd'hui, les femmes qui font des enfants de plus en plus tard, malgré les risques. Les grossesses tardives sont de plus en plus courantes en France. Et pour en parler, nous sommes toujours avec Michael Greenberg. Je le rappelle, vous êtes gynécologue, obstétricien. Et nous sommes avec Maître Roland Pérez. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Pour nous éclairer aussi, nous avons de nombreux auditeurs et auditrices qui nous appellent. Nous allons prendre Valérie. Bonjour Valérie. Allô Valérie. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de hier dans le Var. Ah, c'est bien ça, hier. Au soleil. Oui, j'adore oui. cette région. Oui. Alors racontez-nous, vous, comment ça s'est passé? Alors moi, en fait, j'ai voulu intervenir. C'est la première fois que je vous appelle. Je suis bienvenue. Très, voilà, très tremblante quand même parce que j'ai pas l'habitude de parler, voilà. Oui, mais c'est que ça doit vous tenir à cœur. Alors racontez-nous. Ah bah ça me parlait vraiment. Ouais. Et en fait, moi j'ai eu une grossesse, ma première grossesse donc à 29 ans. Oui. Et ensuite j'ai eu une deuxième fille l'année de mes 40 ans. D'accord. Et ce n'était pas du tout, par contre, ce n'était pas du tout voulu. C'était pas prévu. Très bien, c'est arrivé par surprise. Aussi tard. Non, c'était pas prévu aussi tard. Ah, d'accord. Non, pas du tout. Voilà. Donc avec mon deuxième compagnon, j'ai eu ma deuxième fille. Et je l'ai rencontrée à 33 ans et je suis donc tombée enceinte à seulement 40 ans. Et comment ça s'est passé pour vous, cette grossesse? Écoute, j'ai eu 2 fausses couches en l'espace de 3 ans. Et ensuite, je me suis dit, parce qu'on entend beaucoup parler à 40 ans, il faut faire attention, il y a ci, il y a ça. Voilà, et on a un peu laissé tomber l'affaire, si je puis dire. Oui. Et je suis tombée. Il y a un côté, je pense, très psychologique aussi. Et j'ai été licenciée économique. On a investi dans une maison. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est libéré, je pense, dans mon corps et dans mon esprit. Je suis tombée enceinte. Voilà. Après 7 ans quand même d'efforts, on va dire. Il doit être très précieux, ce bébé. Comment s'appelle cet enfant? Elle s'appelle Carla. Carla, bonjour Carla, bienvenue. Oui, c'est l'enfant presque du miracle, on va dire. Oui, j'imagine, Valérie. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu une grossesse extraordinaire, sans aucun problème. Un accouchement aussi bien. Et donc c'est pour ça qu'on entendait souvent faites attention, etc. Oui. Moi, ça n'a pas été ça. Alors écoute, une réaction du docteur. Non, mais c'est tant mieux et félicitations, mais c'est vrai qu'il faut quand même, on a beaucoup de témoignages qui sont plutôt positifs et tant mieux d'ailleurs, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est une situation qui est plus à risque et on peut pas quand même faire que cautionner le fait de repousser en permanence l'âge de cette maternité. Alors c'est arrivé entre guillemets par hasard, miraculeusement. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Valérie, de ces blocages psychologiques qui pourraient freiner une grossesse? Vous y croyez, vous, en tant que médecin? Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique de ça. Maintenant, on a au quotidien, c'est le quotidien de nos consultations, de voir des cas un petit peu comme ça, où des verrous psychologiques vont sauter à un moment, un licenciement, plus de temps, les vacances, ou des choses comme ça. Enfin, plein de choses qui vont pouvoir à un moment... qui étaient peut-être des verrous quelque part et qui à un moment vont sauter et permettre d'avoir cette grossesse. On met du psychosomatique dans tout maintenant et c'est peut-être une forme de magie, de gris-gris un peu. Sûrement maintenant. Est-ce que, comme c'est pas prouvable, moi je pense qu'il faut laisser penser qu'il puisse y avoir un effet psychologique.
Maintenant, la psychologie ne fait pas tout. Merci beaucoup Valérie d'avoir participé à Bonjour la France. Je vous en prie. Embrassez Carla pour nous. Alors bien souvent, en tout cas dans les grossesses tardives, on parle de PMA. Est-ce qu'on a des chiffres sur la PMA en France, Mathilde ? Eh bien, en 2015, la PMA a concerné 24 839 enfants. C'est quand même 3,1% des naissances. Et selon l'assurance maladie, eh bien, le coût d'une fécondation in vitro s'élève en France entre 3 900 et 4 600 €. Alors, cela comprend les traitements, la ponction d'ovocytes, l'hospitalisation. Et c'est sur ces tarifs que la sécurité sociale rembourse celles qui ont eu droit, donc les femmes en couple hétérosexuel infertile de moins de 43 ans. Le nombre maximum d'inséminations remboursées est de 6 et les tentatives de FIV sont remboursées au maximum de 4. Très bien, nous sommes en ligne avec Virginie Rio. Bonjour Virginie. Bonjour. Je vous présente, vous êtes présidente du collectif BAMP qui accompagne les personnes infertiles. Alors pourquoi est-ce que vous avez créé cette association ? Alors on a créé l'association en 2013 pour témoigner, informer et agir. Oui. Vous étiez vous-même dans cette situation-là ? Oui, moi j'étais en parcours avec mon conjoint. Et donc face aux difficultés que j'ai rencontrées dans l'accompagnement, dans la prise en charge médicale, et des difficultés que je retrouvais chez plein d'autres personnes, je me suis dit il faut qu'on fasse bouger les choses. Et en plus à l'époque, en 2013, on sortait de tous les débats assez violents sur le mariage pour tous, où on entendait les gens qui hurlaient dans la rue que la PMA c'était mal, que les enfants nés grâce à une PMA avaient des problèmes psychologiques et tout ça. Donc on entendait tout et n'importe quoi à cette époque. Il faut qu'on propose quelque chose, il faut qu'on fasse entendre la voix des personnes concernées. Que vous disent justement ces personnes infertiles que vous accompagnez ? Que c'est difficile parce que c'est encore un tabou en fait, le fait de ne pas réussir à avoir des enfants. Il faut être performant tout le temps, partout. Et là, quelque chose qu'on fait depuis des millénaires, nous les mammifères, là on n'y arrive pas. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, là j'entendais les gens qui témoignaient sur des grossesses tardives qui se passent bien et qui s'étaient plutôt bien passées, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que les gens pris en charge en PMA en France sont à plus de 50% des gens qui ont moins de 30 ans jusqu'à 34 ans. Ouais. Et ensuite, les 35-37 ans, ça représente à peu près 20%. Et les 40-42 ans, c'est 12%. Ouais. Donc les gens qui ont recours à la PMA, pour leur majorité, sont des gens jeunes, entre guillemets. Et je pense que Virginie, c'est pour ça qu'on a eu peu de témoignages là-dessus, c'est que vous l'avez employé ce mot, c'est un parcours et que ça doit être extrêmement éprouvant et psychologiquement entre autres, et je pense que c'est pour ça qu'il y a peu d'auditeurs ou d'auditrices qui ont osé nous parler de ce parcours-là et qu'on a eu plutôt des parcours heureux, mais en tout cas merci beaucoup Virginie pour votre travail. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif BAMP et nous sommes aussi en compagnie de Maître Roland Pérez. On va parler avec vous il existe en fait des différences significatives entre les hommes et les femmes concernant le don de gamètes. Par exemple, un homme peut donner son sperme jusqu'à 45 ans alors qu'une femme peut le faire jusqu'à 37 ans. C'est la seule différence ? Alors oui, c'est à peu près la seule différence. Il y a une autre différence. Alors on rappelle quand même que ce type de don, que ce soit des ovocytes ou des gamètes, ce sont des dons qui sont volontaires, anonymes et gratuits. Ça, ce sont les mêmes caractéristiques pour les types de dons, pour les mêmes types de dons. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui n'a jamais eu d'enfant peut, comme l'homme, demander au moment où elle va être donneuse, elle va accepter de donner ses ovocytes, elle peut demander à ce qu'on puisse garder une partie de ses ovocytes pour le cas où un jour elle puisse être stérile, en sachant qu'en réalité les règles de répartition de ces ovocytes vont d'abord aller, évidemment il y en a très peu qui vont être utilisables, et évidemment ceux qui sont utilisables vont être donnés d'abord, et très peu en réalité en pratique vont être gardés pour celle qui n'a jamais eu d'enfant et qui pourrait un jour avoir besoin, si elle souffrait d'une maladie d'infertilité, elle pourrait demander à bénéficier, mais on s'aperçoit qu'en réalité, les règles de répartition sont assez inégales et qu'en fait, il en reste très peu, et quand elles le demandent, en réalité, elles ne peuvent pas avoir accès. Donc on est bien d'accord qu'en France, une femme ne peut pas congeler ses ovocytes pour reporter un projet de grossesse. Si elle n'a pas eu d'enfant, on va le lui proposer. Si elle a déjà eu un enfant et qu'elle donne, elle ne pourra pas le congeler, ça c'est sûr. Mais si elle n'a jamais eu d'enfant, on va le lui proposer en sachant qu'en réalité, en pratique, elle ne pourra pas en bénéficier puisque les règles de répartition, encore
une fois, sont telles que c'est évidemment la receveuse qui va bénéficier en priorité de ces ovocytes. Merci beaucoup, Maître Roland Pérez. Donc voilà, merci à tous nos auditeurs d'avoir participé aujourd'hui à ce débat dans Bonjour la France. Merci beaucoup, docteur, aussi d'être venu. Alors, donc je le rappelle, on ne peut pas congeler ces ovocytes comme on le voudrait pour une grossesse tardive. C'est un parcours difficile, une grossesse après 40 ans, selon les statistiques. Et merci infiniment d'avoir tous participé. Vous pouvez continuer d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux. #BonjourLaFrance.